Bienvenue à The Debate. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'œuvre à la fois littéraire et, on peut dire, intellectuelle de Fatou Diome. Née au Sénégal en 1968, elle vit en France et elle est l'auteure de textes vraiment marquants. Je pense notamment au Ventre de l'Atlantique ou encore à Celles qui attendent. Ses écrits, ils explorent sans aucune concession les liens souvent complexes, douloureux même, entre l'Afrique et l'Europe, mais aussi les réalités de l'immigration, les questions d'identité et bien sûr la condition des femmes. Oui, c'est une œuvre dense, absolument, et traversée par une tension fondamentale, je crois. L'analyse de ses romans, de ses essais aussi, de ses prises de position publiques, eh bien, ça soulève une interrogation majeure. Et c'est ça qui sera au cœur de notre échange aujourd'hui. Où est-ce qu'on situe le foyer principal de la critique chez Fatou Diome ? Est-ce qu'elle dénonce avant tout les mécanismes de domination, les hypocrisies, le racisme de l'Occident envers l'Afrique ? Ou bien est-ce qu'elle met plutôt l'accent sur les blocages internes, les pesanteurs sociales et une nécessaire prise de responsabilité au sein même des sociétés africaines? Alors, de mon point de vue, oui, l'analyse de son travail révèle une critique primordiale, vraiment acérée, dirigée contre l'Occident, contre ses structures inégalitaires et puis l'impact souvent dévastateur de son regard, de ses politiques sur les vies africaines, qu'elles soient sur le continent ou en diaspora. Et pour ma part, tout en reconnaissant évidemment la présence de cette critique de l'Occident, ce serait difficile de le nier, je soutiendrai que l'originalité et peut-être la force de Diome, ça réside peut-être davantage justement dans son insistance sur les défis internes à l'Afrique, sur les responsabilités collectives et individuelles aussi qui sont en jeu. C'est un angle intéressant, oui, mais il me semble quand même qu'il minimise un peu la violence de la confrontation avec l'Occident telle que Diome l'a dépeint, non ? Pour moi, son œuvre, c'est d'abord et avant tout une mise à nu, vraiment, du traitement infligé par l'Europe aux immigrés. Elle ne parle pas juste d'incidents isolés, non, elle parle d'un racisme, on pourrait dire systémique, c'est-à-dire intégré aux structures, aux mentalités, et ça se manifeste par des stéréotypes constants, des obstacles très concrets à une vie digne. Prenez par exemple le recueil de nouvelles La Préférence nationale. Déjà, le titre, il est lourd de sens. Le personnage de Satou, là-dedans, il incarne vraiment cette expérience. Elle subit les regards qui la déshabillent de son humanité, les remarques qui la réduisent à un objet, ça, les refus d'emploi purement discriminatoires, jusqu'à cette injonction terrible « rentre dans ta forêt ». Bon, difficile de voir là autre chose qu'une dénonciation très frontale du racisme ordinaire et institutionnel en France. Et au-delà du racisme, il y a la grande désillusion des migrants que Diome dissèque. L'Europe, qui est fantasmée comme un Eldorado puis l'Afrique, eh bien, elle se révèle être une terre d'épreuves. Sally, l'héroïne du Ventre de l'Atlantique, une intellectuelle devenue femme de ménage en France, elle découvre la solitude, une solitude glaciale, et la précarité économique. On est bien loin des rêves de réussite. Moussa, dans le même roman, où les jeunes hommes de Celles qui attendent, ils affrontent des parcours similaires semés d'embûches, de désenchantements. Ce contraste brutal entre le mythe et la réalité, pour moi, c'est une critique directe de l'image que l'Occident projette et en même temps de l'accueil qu'il réserve réellement. Et cette critique, elle ne se limite pas à la fiction d'ailleurs. Dans ses essais, comme Marianne face aux faussaires ou Marianne porte plainte, elle s'engage très explicitement contre la montée des discours populistes identitaires en France. Elle défend une certaine idée de la République face à ceux qui voudraient l'exclure. Son analyse des relations Europe-Afrique, notamment dans Celles qui attendent, pointe une forme de néocolonialisme où l'Europe aurait besoin, je cite, d'une Afrique vassilisée pour maintenir son propre confort. Tout ça, ça résonne très fortement avec son parcours personnel, on le sait, marqué par le rejet initial de sa belle famille française, les difficultés matérielles de ses débuts en France. C'est cette expérience vécue qui donne, à mon sens, cette force et cette légitimité à sa critique de l'Occident. Je comprends parfaitement la puissance de cette critique antiraciste et post-coloniale aussi dans son œuvre. Elle est indéniable et elle est nécessaire, bien sûr. Cependant, réduire Diome à cette seule dimension, ça me semble passer à côté d'un pan essentiel et peut-être même plus dérangeant pour certains de son message. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle opère une critique tout aussi virulente, voire plus insistante par moments, des sociétés africaines elles-mêmes ? Elle pointe avec une lucidité
parfois douloureuses, oui, les pesanteurs sociales, le poids de traditions qui peuvent devenir étouffantes, et surtout, elle appelle à une introspection, à une prise de responsabilité. Prenez la question de l'émigration. Vous évoquez la désillusion à l'arrivée, c'est vrai. Mais Diome montre aussi avec force comment le désir d'émigration est titisé de l'intérieur. Dans le ventre de l'Atlantique, le jeune Madické, il est littéralement obsédé par l'Europe. Mais pas tant par une connaissance réelle, mais par l'image idéalisée que lui renvoie son entourage, par le prestige des revenants, comme cet homme de Barbès qui distribue des billets. C'est une pression sociale énorme qui pèse sur les jeunes. Dans Celles qui attendent, ce phénomène est encore plus marqué. Ce sont les mères, les tantes, toute la communauté de l'île de Niodior qui poussent les jeunes hommes vers les pirogues, qui investissent leurs économies, leurs espoirs dans ce départ périlleux, fascinés par la réussite matérielle apparente d'Issa ou de Lamine. Diome, elle, ne se contente pas de blâmer l'attraction occidentale. Elle dissèque la fabrique de l'illusion au sein même de la société sénégalaise. Et au-delà de l'émigration, elle s'attaque au poids des traditions quand elle brime l'individu. Les mariages arrangés, subis par Aram et Memoria, dans Celles qui attendent, ou Ketala, sont dépeints sans complaisance aucune. La polygamie est questionnée. Et surtout, elle donne voix au silence imposé aux femmes. Cette phrase terrible dans Celles qui attendent, silence. En pays guilloire, une société aux traditions guerrières et patriarcales bien définies, on sait se taire. Ça résume cette oppression internalisée. Le contrôle social sur le corps des femmes, la virginité de Daba par exemple, s'est aussi exposée. Elle lit cela au manque d'opportunités locales, à l'analphabétisme, qui maintiennent les femmes en particulier dans une situation de dépendance. Et puis, il y a cette prise de position forte, presque iconoclaste de sa part. Son refus d'enfermer l'Afrique dans un statut de victime éternelle. Elle a critiqué ce qu'elle appelle la rengaine sur la colonisation et l'esclavage, qui peut devenir selon elle un fonds de commerce qui empêche d'avancer. C'est un appel courageux à l'auto-analyse et à l'action. Enfin, n'oublions pas qu'elle expose aussi les hypocrisies internes, je pense à l'homosexualité cachée et destructrice du mari de Memoria dans Ketala. Donc pour moi, cette critique interne, c'est une dimension absolument centrale de son projet littéraire et intellectuel. Revenons sur ce mythe de l'Eldorado, si vous voulez bien. Vous insistez sur la pression interne qui pousse au départ, et elle existe, oui, c'est vrai. Mais d'où vient cette pression, au juste? Est-ce qu'elle n'est pas largement alimentée par l'image que l'Occident projette de lui-même? Une image de richesse, de facilité, de réussite, véhiculée par les médias, la publicité, et puis renforcée par les inégalités économiques criantes à l'échelle mondiale. C'est bien l'Occident qui construit et entretient ce mirage, consciemment ou non. La violence de la désillusion vécue par Sally, par Moussa, par tant d'autres personnages de Diome, elle ne vient pas de leurs rêves initiaux, mais de la confrontation brutale avec une réalité occidentale, celle du racisme, de la précarité, de l'exploitation, qui est à milieu de l'image d'Épinal. La faillite que Diome décrit, c'est d'abord celle d'un Occident qui attire et rejette, qui promet et déçoit. Le coût humain de cette fabrique à illusions, c'est l'Occident qui en porte une responsabilité écrasante. De par ses politiques migratoires restrictives, de par son économie qui exploite souvent les ressources africaines, et puis de son incapacité à offrir un accueil digne. Je ne nie pas la part occidentale dans la construction du mythe, non, mais je crois que Diome nous invite justement à ne pas nous contenter de cette explication externe. Elle montre avec une très grande finesse comment ce mythe est activement relayé, amplifié, voire même instrumentalisé au sein même des sociétés africaines. Pourquoi Madické est-il si obsédé par l'Europe? Parce que son propre frère, Sally en l'occurrence, non le frère de Sally qui vit en France, eh bien il entretient l'illusion pour préserver son statut au village. Parce que réussir en Europe, c'est devenu le seul marqueur de réussite sociale valable aux yeux de la communauté. Dans Celles qui attendent, l'attente des femmes n'est pas seulement passive, elle participe à la pression sur les hommes pour qu'ils partent et réussissent, parfois au péril de leur vie. L'argent envoyé par les émigrés, même gagné dans des conditions difficiles, ça valide cette stratégie et ça alimente un cercle vicieux. Les personnages de Diome ne sont pas de simples victimes d'un mirage occidental. Ils sont aussi pris dans des dynamiques sociales, familiales, internes, très fortes, qui les poussent vers l'exil. Le père de Moussa, qui voit dans le départ de son fils une compensation à ses propres frustrations, les mères qui se saignent pour financer le voyage. Diome, elle complexifie la question de la responsabilité. Elle suggère que si l'Occident crée le décor, les acteurs africains, eux, jouent leur propre partition dans le drame de l'émigration.
Une partition faite des sports légitimes, mais aussi d'illusions et de pression sociale. La responsabilité est donc profondément partagée et l'insistance de Diome sur cette part interne est cruciale pour comprendre son propos. Cette question de la responsabilité partagée, elle est pertinente, oui, mais appliquons-la à la condition féminine. Vous avez raison de souligner que Diome critique sans concession les traditions patriarcales, le silence imposé, les mariages forcés, etc. Mais est-ce qu'on peut analyser la situation des femmes dans son œuvre sans voir comment les structures occidentales viennent aggraver leur vulnérabilité ? Prenons Sally à nouveau. En France, elle n'est pas seulement confrontée aux attentes de sa famille restée au Sénégal. Elle doit aussi faire face à la précarité économique, à la difficulté de trouver un emploi à la hauteur de ses qualifications, à cause de sa couleur de peau, à la solitude. Sa condition de femme immigrée la place dans une situation de double, voire de triple vulnérabilité. Et que dire de Memoria dans Ketala ? Son mariage arrangé, c'est certes une tradition d'origine africaine, mais c'est sa situation d'isolement et de précarité en France, après la révélation de l'homosexualité de son mari, qui l'a conduit à la prostitution pour survivre. Diome excelle à montrer ce que la théorie féministe appelle l'intersectionnalité des oppressions, c'est-à-dire comment différentes formes de discrimination, ici le fait d'être femme, noire, immigrée, parfois sans papier, se croisent, s'additionnent et créent des situations d'oppression spécifiques et particulièrement difficiles à surmonter. La critique des traditions africaines est là, bien sûr, mais elle s'inscrit toujours, pour les femmes immigrées en tout cas, dans un contexte occidental qui ajoute ses propres couches de difficultés et de discrimination. Je vois bien la pertinence de l'intersectionnalité pour analyser le sort de personnages comme Sally ou Memoria en France, oui. Mais si on considère l'ensemble de l'œuvre, y compris les personnages qui restent en Afrique ou les racines des problèmes, il me semble que la critique la plus fondamentale de Diome, concernant la condition féminine, porte sur les structures endogènes. Le poids du patriarcat, tel qu'elle le décrit dans le pays guéloir de Celles qui attendent, il est écrasant et il est antérieur à toute migration. Le silence des femmes n'est pas une conséquence de l'exil, c'est une norme sociale profondément ancrée. Les mariages forcés d'Aram et de Memoria sont décidés par leurs familles, au Sénégal. La pression sur Kumba pour enfanter, la réduction des femmes à leurs fonctions reproductrices, ce sont des critiques directes des mentalités locales. N'oublions pas non plus la révolte de la Gêne Sankel dans le ventre de l'Atlantique. Elle se bat contre l'autorité de son père et les traditions de son village qui veulent la marier de force. Son combat est ancré dans son contexte africain. D'ailleurs, la filiation intellectuelle de Diome avec Sembene Ousmane, sur qui elle a écrit sa thèse, elle est éclairante là-dessus. Sembene, dans des films comme Mouladé ou Fahad Kiné, s'attaquait frontalement aux traditions patriarcales, l'excision, le statut de la mère célibataire au sein même de la société sénégalaise post-coloniale. Diome s'inscrit clairement dans cette lignée critique interne. L'expérience migratoire ajoute certes une complexité, une couche d'oppression supplémentaire, j'en conviens, mais la racine du problème pour la condition féminine, telle que Diome la dépeint le plus souvent, me semble profondément ancrée dans les structures sociales et les mentalités africaines elles-mêmes. Abordons maintenant ces prises de position publiques qui sont devenues de plus en plus fréquentes et assez remarquées d'ailleurs. Est-ce que vous ne constatez pas qu'elles sont très largement orientées vers la France, vers l'Europe ? Ces interventions médiatiques les plus fortes, ces essais comme la série des Marianne face aux fausseurs, Marianne porte plainte, ça vise directement le débat public français. Elle y pourfend le Rassemblement national, elle critique les politiques migratoires européennes, elle défend une conception exigeante de la laïcité, des valeurs républicaines françaises contre les replis identitaires. C'est une intellectuelle qui s'investit pleinement dans la critique des dérives de la société occidentale dans laquelle elle vit. Cet engagement public, est-ce qu'il ne confirme pas que la cible principale de sa critique, c'est bien cet Occident, ses manquements, ses contradictions ? Elle s'investit dans le débat français, c'est incontestable, et c'est son droit le plus strict en tant que citoyenne et intellectuelle vivant en France, absolument. Mais limiter ses prises de position à cette seule dimension serait, encore une fois, réducteur. Parce que dans ces mêmes interventions, ou dans d'autres, elle adresse aussi des messages très clairs aux Africains et à leurs dirigeants. Vous avez mentionné son agacement face à la rengaine sur la colonisation utilisée comme excuse. C'est un point récurrent chez elle. Cet appel pressant à s'affranchir de leur statut de victime. Ce n'est pas une négation de l'histoire coloniale ou des injustices présentes, non. Mais c'est une exhortation à reprendre en main son destin, à cesser de se définir uniquement par rapport à l'ancien colonisateur ou aux difficultés imposées de l'extérieur. Quand elle plaide pour une coopération plus égalitaire, elle précise bien que ça implique un double mouvement. Que les Européens abandonnent leur position de dominant, mais aussi que les Africains sortent de ce statut de victime, confortable mais paralysant. Il y a aussi cette phrase très forte qu'elle répète souvent. Aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous.
Ça, c'est une critique implicite mais féroce des modèles d'aide au développement infantilisant et un plaidoyer pour l'autonomie, l'éducation, l'initiative locale en Afrique. Ces prises d'opposition publiques sont donc à double tranchant. Elles critiquent l'Occident, oui, mais elles exhortent aussi l'Afrique à l'auto-examen et à la prise de responsabilité. La cohérence se trouve peut-être dans cette exigence égale des deux côtés. Je conçois qu'il y ait cette double exigence. Mais la relation, elle n'est pas symétrique tout de même. La critique de l'Occident porte sur un système de domination historique, économique, politique, qui a façonné et continue de façonner en profondeur les réalités africaines. Cette Afrique vassalisée qu'elle mentionne, ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans cette perspective, la critique des pesanteurs internes africaines, bien que légitime, pourrait être vue comme secondaire, ou du moins comme une conséquence de ce déséquilibre structurel fondamental imposé par l'Occident. Le manque d'opportunités qui pousse à l'émigration, par exemple, n'est-il pas intrinsèquement lié aux logiques économiques mondiales, aux séquelles de la colonisation ? Diome montre les deux, c'est vrai, mais la critique du système dominant occidental me paraît structurellement première. C'est une lecture possible, bien sûr, mais je pense que Diome cherche précisément à dépasser cette causalité univoque. En insistant sur l'agentivité, la capacité d'agir des Africains, elle refuse de les réduire à de simples objets de l'histoire ou de la domination occidentale. Son appel à sortir du statut de victime, c'est un appel à devenir des sujets actifs de leur propre histoire, malgré les contraintes externes. Elle met en lumière les choix, les responsabilités, les marges de manœuvre qui existent aussi au sein des sociétés africaines. Critiquer les traditions, ce n'est pas seulement en pointer les méfaits, c'est aussi suggérer qu'elles peuvent être changées de l'intérieur. Dénoncer l'illusion de l'Eldorado entretenue localement, c'est appeler un regard plus lucide sur soi-même. En cela, elle rejoint encore Sembene Ousmane, qui n'a cessé de critiquer les nouvelles élites africaines post-indépendance et l'état social de son propre pays. L'accent final, pour moi, est mis sur cette capacité humaine, universelle, à la fois africaine et européenne, individuelle et collective, de prendre conscience et d'agir pour transformer sa réalité, plutôt que de rester figé dans des rôles assignés de dominant ou de dominé. Bon, nous arrivons au terme de notre échange et il est clair que l'œuvre de Fatou Diome résiste aux simplifications. Mon interprétation, elle penche vers une lecture où la critique de l'Occident, son racisme latent ou explicite, ses politiques migratoires, son poids économique et historique, constitue l'armature centrale de son projet, le prisme à travers lequel les autres thèmes, y compris les difficultés internes africaines, prennent véritablement sens. Tandis que, pour moi, tout en reconnaissant la force de cette critique externe, l'apport le plus singulier et peut-être le plus essentiel de Fatou Diome réside dans son regard intransigeant porté sur les sociétés africaines elles-mêmes. Elle met en lumière les blocages internes, les illusions collectives, le poids des traditions et surtout, elle lance un appel puissant à la responsabilité, à l'émancipation intellectuelle et sociale, refusant d'enfermer l'Afrique dans une posture purement victimaire. Ce qui émerge avec certitude en tout cas, c'est la complexité redoutable des réalités que Fatou Diome explore. Elle ne cherche pas un coupable unique, mais elle démêle les chevaux des responsabilités partagées, des causalités multiples, où les histoires personnelles et collectives sont façonnées par des forces à la fois internes et externes, locales et globales. Exactement. Et c'est là toute la grande richesse de son écriture, qu'on pense au ventre de l'Atlantique, à celles qui attendent, à Ketala ou à ses essais. Elle nous confronte à des vérités parfois inconfortables. Elle nous pousse à questionner nos propres certitudes sur l'immigration, l'identité, les relations nord-sud, la condition humaine. Son œuvre est une invitation permanente à la réflexion, une exploration nuancée et profondément humaine de notre monde interconnecté. Il reste sans aucun doute beaucoup à découvrir et à méditer dans ces pages.